Bonsoir Jean-Jacques Trochon, ça fait plaisir de finalement avoir cette interview avec toi. Ça fait un bout de temps qu'on en parle. On s'était rencontrés en 2017 à l'IGR lors de la conférence Rethinking Cancer dont tu étais le principal organisateur. La brochette de spécialistes du monde entier, de chercheurs que tu as réussi à réunir était spectaculaire pour rester même dans la modestie. C'était assez convivial. Siegfried était là, Walter Longo était là, Laurent Schwartz était là, William Lee et plusieurs autres que tu connais personnellement. Je sais que tu fréquentes tous ces gens-là de façon assidue. Monsieur Bernard Escudé de l'IGR, qui a été un peu un des parrains aussi de cet événement. Est-ce que tu pourrais nous parler de qu'est-ce qui a conduit à la création de cet événement pour toi? Qu'est-ce que dans ton parcours de vie a amené à ce congrès Rethinking Cancer 2017 et à partir de là, le chemin qui a été fait aussi? Comment, parce que beaucoup de gens savent que as eu un cancer, que tu t'en es sorti, que maintenant tu es très impliqué aussi au niveau de partager les connaissances que tu as découvertes avec l'efficocyanine. Donc, si on pourrait voir comment l'efficocyanine, le régime cétogène sont des réponses que tu as trouvées, comment tu les implémentes dans ta vie, comment tu les partages, tout en mentionnant aussi le jeûne, parce que je pense que c'est aussi une partie importante de ta pratique. Donc, je te laisse, cher ami, comment de pilote d'Airbus A380, vous êtes rendu maintenant un monsieur qui s'occupe des autres, de la même façon que vous le faisiez dans les airs, mais maintenant d'une façon plus terre à terre dans leur corps, à les aider à retrouver un envol avec leur santé. Oui, sympa Gilbert de se voir sur cette caméra lors de cette vidéo. Oui, en effet, bon, j'ai 58 ans d'abord. Je termine ma carrière à Air France comme bord sur Airbus 380. Et il s'est avéré que en 2003, j'ai eu un cancer du rein qui est devenu métastatique en 2010-2011. J'ai été déclaré donc stade 4 en 2011 par Bernard Escudier qui m'a pris en charge tout de suite. Alors Bernard Escudier, c'est un grand monsieur enfin dans plusieurs voies. C'est d'abord un chercheur, c'est un cancérologue assez unique puisqu'il a démarré par autre chose. Il est devenu le président de l'ESMO, la European Society of Medical Oncology. Okay. Il est actuellement le médiateur de l'Institut Gustave Roussy, qui, je rappelle, est le centre leader de cancérologie en Europe. Donc, il est très écouté de par le monde et nous avons tout de suite discuté de traitements, de divers traitements, de comment on allait faire. Et puis, j'ai décidé, décision tout à fait personnelle, de délayer les traitements dont on parlait, il voulait, enfin, celui en particulier qui voulait que je commence. Et j'ai décidé d'utiliser l'approche métabolique générale que j'étudiais depuis un moment, depuis en fait assez irrégulièrement par moment, puisque j'avais été déclaré totalement guéri 5 ans après le premier cancer en mars 2003. Et donc, tout de suite en 2010, après avoir eu cette nouvelle comme quoi on commençait à trouver des petits nodules, eh bien, je me suis replongé dedans et l'idée, c'était d'attaquer le cancer par tous les côtés. Puisque quand on discute un petit peu avec plusieurs scientifiques qui s'intéressent, qui ne sont fermés sur rien, c'est-à-dire qui utilisent les protocoles chimiques actuels, mais qui veulent absolument savoir s'il y a d'autres voies. Et donc, le mot qui revient, c'est toujours attaquer le cancer par le plus de côtés possible. C'est la meilleure façon qu'on a pour faire baisser l'inflammation
et éventuellement faire disparaître le cancer, au moins temporairement. Et donc, j'ai choisi ces voies. J'ai profondément étudié l'anti-angiogénèse naturelle. J'ai été passionné par ce sujet. Et puis, quand j'ai commencé à lire et à écouter l'histoire, la carrière du docteur William Li, qui est le fondateur et le président de la fondation Angiogénèse à Boston, qui travaille avec plus de 40 000 soignants, spécialistes de la nutrition, médecins dans le monde. Cette passion m'a fait découvrir des choses incroyables, en fait. Et puis, dans un même temps, je me suis dit, il y a forcément autre chose, et je me suis intéressé au cétogène, à l'approche cétogène plutôt que le régime cétogène. Alors, je dis bien ça parce que là encore, quand on discute avec les grands spécialistes mondiaux de la chose, eh bien, qui sont également des médecins qui prennent part à des tests cliniques, même s'ils sont encore petits dans certains endroits, eh bien, le mot, c'est que on peut faire des énormes erreurs en cétogène. Qu'il faut, le maître mot, c'est il faut vraiment de préférable être suivi par quelqu'un qui s'y connaît. C'est plutôt que d'être un régime, comme on a l'habitude de dire, c'est une approche qui doit être utilisée à la tête de la personne. C'est-à-dire qu'au cas par cas, avec la pathologie particulière que la personne peut avoir. Et c'est là qu'on a les meilleurs résultats et qu'on risque moins de faire des erreurs. Et puis, il y a eu le jeûne, bien sûr, le jeûne que j'ai utilisé très, très tôt. Alors, le jeûne, comment on le fait? Pour quelle pathologie? Est-ce que c'est un jeûne court, moyen, long, avec ou sans protocole? Tout ça peut avoir des répercussions. Ça doit pas, non plus, ça ne doit pas être fait n'importe comment. Et ça a été une découverte également formidable. Depuis toutes ces années, je lis un nombre d'écrits incroyables, de rapports, de publications qui sont toutes plus intéressantes et plus innovantes les unes que les autres. Et puis enfin, j'ai décidé en même temps d'adopter cette fameuse phycocyanine, qui est un des 4 pigments le plus important, en fait, le plus réactif en termes d'anti-inflammation en particulier, mais pas seulement, antiradicalaire, antioxydant bien sûr, anti-allergique. Donc, il y a eu plus de 1200 études qui sont parues avec divers scientifiques de diverses nationalités qui ont pris part à ces études. Et donc, cela m'a très vite interpellé. Ça a été dans des circonstances un peu particulières, puisque il y a quelques années, lorsqu'on a perdu mon père, en fait, l'une des deux, comment dit-on, nurse, la infirmière, voilà, de l'hôpital qui s'occupait de lui, c'est elle qui m'en a parlé, en fait. Et donc, oui, voilà, exactement. Donc, j'ai mis… Comment? Non, non, tu m'avais pas dit que c'était une infirmière qui t'avait parlé de phycocyanine, parce que oui, c'est ça. Comment c'est arrivé? C'est parti de là, et j'ai mis mon nez dedans tout de suite, comme ce que j'ai l'habitude de faire, méthodiquement, avec discipline et quelquefois acharnement. Mais tu pratiquais déjà le jeûne à l'époque? Oui, absolument. Okay. Voilà. Et donc, quand on parle de ces différentes approches, j'ai cité le docteur William Li, donc par lequel j'ai appris en particulier toute cette approche anti-angiogénèse naturelle. Thomas Seyfried, que j'ai appelé également à son lieu de travail. Nous avons longuement discuté et puis j'ai appris à le connaître petit à petit, et il m'a envoyé quelques écrits, quelques approches intéressantes. Donc, j'ai appris petit à petit ce que c'était que le cétogène. Et évidemment, Walter Longo,
que j'ai eu à la veille, on va dire à la veille d'une de mes grosses opérations, qui a passé près de 30 minutes avec moi sur Skype. Et il m'a détaillé le processus biologique, en fait, d'un jeune dans le cas où je voulais moi-même le faire. C'est sa grande Et spécialité. puis, voilà, c'est sa spécialité. Bon, après, il a diversifié un petit peu la chose, puisque les essais cliniques ayant débuté à Los Angeles, en fait, avec l'appui de certains autres oncologues américains, australiens, il y a déjà 13 ans de ça. Et donc, ils se poursuivent aujourd'hui dans une différente voie qu'on appelle le Fasting Mimicking Diet, Oui, parce que tout simplement, ils se sont rendus compte que s'ils voulaient avoir des essais cliniques randomisés qui soient pris en compte avec des évidences par la FDA, il fallait en avoir un nombre conséquent. Et au fur et à mesure que les tests se faisaient, beaucoup de patients arrêtaient parce que c'était trop dur pour eux. Et puis les médecins oncologues qui voulaient prendre part, eh bien, eux aussi arrêtaient parce que leurs patients arrêtaient. Donc ça oui, ne pouvait faire ni queue ni tête dans certains cas. Et donc ils ont travaillé et ils ont trouvé ce petit panier en fait qu'ils ont construit de petites choses avec très peu de calories, construit pour les 5 jours en fait de traitement. Et ce qui passe beaucoup mieux que rien manger du tout. oui. Et en ayant des effets qui sont tout à fait similaires aux jeunes finalement pendant les traitements. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir interviewer 3 médecins trois oncologues qui prennent part et qui continuent à prendre part aujourd'hui même à ces essais cliniques. Il y a 2 Italiens, une Hollandaise et donc plusieurs médecins aux États-Unis et en Allemagne également. Et aujourd'hui, eh bien, on compte aux environs de plus de 600 patients qui sont en essais cliniques avec des résultats de toutes parts. Voilà. Donc, il y a des essais, il y a des résultats. Le principal investigateur italien m'a dit que les essais de son côté, réunis avec le second médecin, étaient particulièrement intéressants et avec une réussite étonnante. Donc, ils ne publient pas encore. Enfin, ça, c'était la dernière conversation que j'avais eue avec eux parce que les essais n'étaient pas terminés et donc, pour conclure, il leur fallait un certain nombre. Ouais. Voilà. Donc, tout ça prend du temps, comme on sait tous. Et donc, aux yeux de la médecine, il faut que ça se fasse comme ça pour que ce soit officiellement reconnu. Oui, ça prend du temps. C'est Fried, quand il était à Paris, on a discuté un peu. Et dans d'autres de ses interviews, il mentionne qu'il avait visité aussi des centres de jeunes américains très connus, l'Hippocrate Institute, avec Gabriel Cousens et Anne Wigmore, chez qui j'envoyais, il y a 20-30 ans, des gens, plusieurs dizaines de personnes chaque année. Et donc, ils revenaient. Souvent, il y avait des gens qui vraiment rentraient en rémission. Donc, ils avaient des résultats spectaculaires. Mais ce qu'on s'apercevait, c'est que 6 mois, 1 an, 2 ans après, ils étaient revenus à la maison. Ils avaient repris leurs habitudes habituelles et aussi leur nourriture. Parce que, bon, qu'est-ce qu'on faisait quand on allait chez Hippocrate? On venait végétarien. Donc, les glucides au maximum. Et ces gens-là se retapaient des cancers quelques années après. J'en ai vu plusieurs partir, malheureusement. Donc, j'étais demeuré sceptique. J'ai observé pendant longtemps aussi à Montréal le docteur Jorgen Van Zidi, qui était un naturopathe là-bas, qui avait une clinique de jeûne, carrément, où il recevait les gens, il les faisait jeûner jusqu'à 30 jours, des fois plus, qui avaient des rémissions spectaculaires. Naturellement, quand il y a des gens qui repartaient chez eux, ils reprenaient leur petit régime avec les pizzas et tout ce qui va autour. Et leur cancer revenait. Et bon, il s'est fait poursuivre quelques fois. Mais en fin de compte, maintenant, on comprend beaucoup mieux avec toute l'approche cétogène et tous les mécanismes qui sont autour du cancer au niveau de l'effet Warburg. Ce qu'il faut éviter de retourner. Et maintenant, tu es principalement, si j'ai bien compris, sur un régime cétogène un petit peu pauvre en protéines pour favoriser l'autophagie,
Si tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus, parce que ça, c'est un facteur important avec les phycocyanines qui agissent. Moi, j'ai été vraiment bluffé par l'impact des phycocyanines. Et j'ai travaillé pendant longtemps avec la spiruline, j'en ai fait la promotion, et j'ai tellement vu d'effets secondaires dans le passé que c'était un produit que je ne recommandais plus. Quand tu as Oui, publié ce papier sur la phycocyanine qui améliorait l'imperméabilité, qui permettait un rétablissement de l'imperméabilité intestinale, là, ça a capté mon attention et ça m'a vraiment amené à regarder, mais qu'est-ce que vous avez comme produit? Pourquoi votre produit est différent? Pourquoi votre produit n'a pas d'effet secondaire ou encore très peu? Et ça a capté mon attention. Parce que là, comme tu allies le régime cétogène, auquel, bon, ben déjà, j'en connaissais un petit peu les tenants, les aboutissants dans les grandes lignes. Tu as une pratique du jeûne, tu as les phycocyanines là-dedans, bon, tu as plein d'autres choses que tu mets aussi. Mais le truc, c'est quand on te rend compte, on voit que tu pètes de vie, que tu as la forme. On regarde tes déplacements, tu es à gauche, tu es en Californie, tu es à droite, tu es reparti. Là, il paraît que tu es à Biarritz, mais je ne suis pas sûr si c'est toi ou un fantôme. On voit que tu es en vie, quoi. Tu vois, c'est pas comme ces gens qui sont moribonds, ils sont tout blancs. Bon, okay. Non, c'est pas du tout ça qu'on perçoit de toi quand on voit sur une tribune à l'IGA ou ailleurs. C'est évident que tu incarnes ce que tu dis, ce que tu partages avec les autres. Euh, oui, oui, oui. En revenant sur la dernière chose que tu viens de mentionner, la spiruline et donc la phycocyaline, à ce titre de la société Natura Forever, dont je suis devenu le porte-parole, l'ambassadeur, pour des raisons évidemment tout à fait naturelles qui coulent de sens, puisque je me soigne avec. C'est un des principes. Et la raison pour laquelle elle est si formidable à mes yeux, c'est qu'elle sort de photobioréacteurs qui est un procédé unique. Ce n'est plus du tout de la spiruline qui est faite en bassin, avec les problèmes qui peuvent être liés, et puis eh bien, le taux de nutriments en fait qui est toujours différent, tout naturellement. Hein. Je prenais comme beaucoup de gens, une spiruline qui était plus propre, de plus propre, on ne pouvait plus trouver. Hein. C'est un ami qui faisait ça, qui a une ferme au-dessus de Saint-Denis, à l'île de la Réunion. C'était pas constructible au-dessus, donc il ne pouvait y avoir aucune pollution possible. J'ai entendu parler de lui. Voilà, c'est un gars formidable qui travaille très bien. Et puis, un jour est arrivé ce qui devait arriver. Il a été infesté par les bactéries. Il a dû tout nettoyer, les pompes, les filtres, tout vider. Et puis, ça a pris un bout de temps pour repartir. Avec Natura Forever, ils ont décidé tout simplement d'investir dans ces photobioréacteurs, qui est une technologie toute nouvelle, encore une fois. Cette spiruline est faite dans des cylindres, les uns à côté des autres, en fait, dans un laboratoire totalement fermé qui empêche toute pollution, tout pathogène. Et avec un taux de nutriments qui est constant, toujours le même, qui est maximum, qui est vérifié chaque seconde par le programme informatique qui gère, et les biologistes qui travaillent sur le programme informatique. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Donc, avoir un taux de 17% de phycocyanine dans cette spiruline, naturellement, c'est juste incroyable. Oui, surtout quand on sait que la spiruline, en général, elle peut avoir de 1 à 3%, si on a de la chance, 4, mais c'est très rare. Oui, on a vu. Moi, j'ai vu publier, en tout cas, sur des spirulines faites en bassin qui atteignaient les 13, 14, voire 15%. Mais quand on dépasse cette limite, on monte très, très, très doucement. Et c'est, pour ma part, je n'ai jamais vu 17%. Et je pense que c'est possible, je me trompe peut-être, uniquement qu'avec cette technologie qui permet, en fait, cela de façon artificielle, finalement, mais totalement naturelle. Non, ce qui est intéressant, c'est que le produit Natura Forever demeure malgré tout, de par son mode de fabrication au niveau de la culture de l'algue, dans ces bioréacteurs. Déjà, au niveau des intrants, ils ont une autre source
d'une très grande pureté. Et ensuite, comme tu disais, tout ce qui rentre, c'est les intrants qui sont dosés de façon automatique par les ordinateurs. Donc, le produit est scellé. Il est ouvert à rien du tout. Donc, il n'y Tout a à pas fait. de contamination possible. Et après, lyophilisé, ça n'a rien à voir avec le côté artisanal de bassins qui sont ouverts aux 80, quoi. Moi, j'ai… Ouvert, semi-fermé ou fermé. Hein. Oui. Finalement, on arrive à la même chose. La pollution est galopante partout, on n'y peut rien. On ne peut pas l'arrêter, sauf en ce moment, avec le coronavirus, on retrouve euh, des, des écrits, des messages de Venise où l'eau redevient claire avec des poissons en quantité, les oiseaux partout. Formidable pour la planète. Mais ça ne va pas durer si on recommence comme avant. Au niveau du régime cétogène, j'ai une amie à Paris qui est médecin. Elle, ça fait 3 ans qu'elle est en cétose nutritionnelle sans écart. Elle pète la forme. Cependant, son sommeil, bon, à cause de son travail, tout ça, tout le stress qu'il y a eu autour de cette épidémie là qui commence à Paris, les gens du milieu de la santé sont très, ils sont sous pression, on va dire ça comme ça. Ils sont stressés. Eux, ils voient des choses à l'intérieur et c'est pas drôle. Et je lui ai dit, écoute, commande la spiruline. Elle l'a commandé et elle a dormi. Elle a fait sa première nuit depuis des mois. Et elle n'en revenait pas. Dans le matin, elle m'a appelé. Elle me dit, mais c'est pas possible. Pourtant, elle avait d'autres spirulines à la maison qu'elle touchait plus parce que, premièrement, ça la rendait malade. Et celle-là, donc, elle l'a prise, elle a pris une native avec appréhension, elle l'a mélangée à son kéfir et boum, elle a dormi. Et ça, je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'appelle le lendemain matin. Et alors, je m'appelle, je pensais qu'elle allait me dire que j'ai mal dormi, ça m'a. Non, 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 au contraire, elle n'en faisait que des éloges. Et là, je me suis dit, ah oui, parce qu'elle est difficile en plus. Donc, c'est ça. Quand tu vois une médecin qui te fait un retour comme ça le lendemain matin, elle en a donné à sa fille, elle me dit, ma fille a dormi aussi, sa fille, Cagne. Euh, ça fait plaisir parce que là, c'est pas comme des gens qui. Parce qu'avec la cétose, on atteint un certain bien-être. Des gens qui sont intéressés à la cétose nutritionnelle ou qui la pratiquent depuis un certain temps, quelle que soit la forme végétarienne ou vers le cétocarnivore, comme ça va de plus en plus maintenant, y a quand même, on atteint un certain équilibre, une certaine pause au niveau intérieur. Mais il y a quand même des gens qui ont des petits manques de sommeil et tous les gens qui, moi, depuis que je t'ai rencontré, qui en ont commandé, au début, je faisais avec une certaine résistance, vu que dans le passé, j'avais eu des échos très négatifs de la spiruline dans mon expérience professionnelle. Et bien là, tout le monde me dit, ben, je dors. Et ça, j'en viens pas. Il y a un retour du sommeil, il y a une certaine détente. J'ai une amie qui fait de l'apnée, de la plongée en apnée. Il y a quelque chose qui s'est passé en elle, ces plongées sont plus faciles. Euh, j'ai des retours auxquels je ne m'attendais pas. Moi, c'est vraiment, je pense que tu l'as senti, quand tu as commencé à m'y intéresser, je dis oui. Bon, en théorie, les papiers que tu avais partagés, je me suis dit, ça c'est très intéressant, ça devrait marcher, mais j'étais toujours sceptique. Et là, j'avoue que, comme on dit en anglais, the proof is in the pudding. La preuve, elle est dans le pudding, les effets, les résultats sont là. On ne sait pas un produit comme les autres. Il y a des gens qui m'ont dit, ah oui, mais j'ai commandé la spiruline, puis ça ne me fait pas ce que tu dis. Je dis, bon, ah ben non, je veux dire, la spiruline, ils s'en vendent des tas. Hein. Je veux dire, non, il y a vraiment quelque chose de spécial. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont réussi à garder dans la synergie de l'algue elle-même une fois qu'elle y est utilisée, mais il y a plus que ce qu'on rencontre habituellement dans les produits commerciaux, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est devenu pour moi évident. Et quand j'en parle à des gens, mais les gens me disent, mais si vous voulez, je vous dis, appelez un autre, appelez un autre. Ne me croyez pas moi. Ça, faut vraiment en faire l'expérience. C'est comme la cétose nutritionnelle, comme toi, quand on te rencontre, on se dit, ah, mais il est en forme, le bonhomme. Puis après ça, quand on voit tous les déplacements que tu fais, on se dit, il est vraiment en forme. Et là, on s'aperçoit que l'acétose, tu en pratiques depuis longtemps. Le jeûne, tu le pratiques depuis longtemps. Normalement, le jeûne, je fais attention avec les gens. Mais dans les cancers, oui, absolument. S'il y a des chimios, des radiothérapies,
Absolument. Et là, maintenant qu'avec la phycocyanine, tu amènes quelque chose qui amène un appui très intéressant, naturellement, ça a des impacts. Bon, ça, tu pourras en discuter si tu veux rentrer au niveau de l'angiogenèse aussi. Euh, c'est c'est remarquable. Moi, je ne m'attendais pas, quand tu m'as fait découvrir ça, à avoir des échos positifs comme ça des gens à qui je l'ai recommandé. Ça m'a vraiment, vraiment étonné. Les gens qui me connaissent savent que je pousse vraiment le cétogène parce que moi, ça m'a sauvé la vie. Il y a des gens qui peuvent rentrer et sortir. Mais pour d'autres gens, quand on a eu des atteintes dans notre corps très profondes et qu'on s'en est sorti, euh, ça nous fait réfléchir. Et quand toi, tu amènes comme ça un élément si simple et qui augmente, qui apporte une autre dimension, ben là, franchement, je te dis merci. Et je te dis merci aussi au nom de tous les gens à qui moi j'en ai parlé. Parce que ça, c'est bien de le faire pour soi, mais quand on peut le partager, puis qu'on trouve des gens qui répondent, qui apprécient le truc, on se dit, bon, ben oui, ça vaut la peine. Maintenant, toi, avec la semaine dernière, je pense, ou même pas 2 semaines, tu étais avec Waterlongo, tu nous as envoyé une photo. Tu étais en Californie. Qu'est-ce que tu faisais en Californie? Alors, déjà pour répondre, juste ajouter une toute petite chose à ta question, à ton, comment dit-on, tes mots sur les effets de la phycocyanine. Effectivement, parmi les nombreuses choses parmi les nombreux retours que l'on a de toutes ces personnes depuis 3 ans maintenant, parce que ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai commencé à accepter de répondre à des gens malades. Et puis, on a compté récemment entre 1100 et 1300 personnes par an. Ah oui. 5-6 personnes par jour. On a compté l'année dernière 3 jours dans l'année où je n'ai pas répondu à quelqu'un, où je n'ai pas parlé à quelqu'un. D'accord. Personne ne m'y oblige, mais bon voilà, un jour je me suis dit c'est l'heure de dire merci aux gens parce que quand j'étais toutes ces années, quand j'ai eu ces horreurs, il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi alors que j'ai jamais rien demandé à personne. Et puis en y repensant, les années passant, je me suis dit mais c'est juste fantastique ce qu'ils ont fait pour moi. Et puis c'est parti comme ça. Et effectivement, le premier point de retour des gens sur la phycocyanine que l'on a, c'est effectivement le sommeil. Le sommeil chez les pilotes, chez les navigants, c'est quelque chose de chroniquement perturbé. Donc, on a beaucoup de retours positifs de ce côté-là. Donc, c'est vraiment très vrai ce que tu dis, mais on a tellement d'autres réponses sur d'autres pathologies que c'est pas étonnant que le premier point qui revient à chaque fois sur toutes ces études mentionne l'aide à l'EPO, en fait, le renouvellement de l'EPO, l'érythropoïétine, les globules rouges, donc forcément l'oxygénation et avec oxygénation, tout se passe mieux, quoi, hein, au moins beaucoup de choses. Oui, la deuxième chose, j'étais à Los Angeles. Écoute, ça s'est passé très, très vite. Walter et moi, nous connaissons donc depuis quelques années maintenant, Walter Longo. Et il est donc directeur du laboratoire de gérontologie, premier laboratoire de gérontologie aux États-Unis, à Los Angeles, à USC, l'Université de Southern California, qui est proche de Norris. Norris étant un des 48 plus grands centres de cancérologie aux États-Unis. Et il y a une personne qui m'a demandé s'il pouvait avoir une courte interview avec lui, il y a à peu près 3 semaines de ça. Et donc, je lui ai mis un petit mot, un petit WhatsApp, et puis je lui ai dit par la même occasion, ben écoute, voilà, j'ai décidé, pour Air France, c'est plus possible, donc j'arrête de voler. Et puis voilà, j'ai attendu sans attendre. Et en fait, j'ai envoyé ça en fin de matinée. Donc, pour lui, c'était 3 heures du matin, hein, puisqu'il était en Californie. Donc, et puis le soir, donc le matin pour lui, j'ai reçu une autre réponse. Il me dit, ben, c'est l'heure de venir nous aider. Alors, je lui dis, comment ça? Oui, il me dit, ben, si tu t'arrêtes de voler, écoute, voilà ce qui se passe. Donc,
il m'a expliqué que il démarrait le mois prochain. Alors, je pense que ça va être un peu reporté avec ce qui se passe. Il démarrait une clinique unique au monde, adossée à UCLA, en fait, dans le même bâtiment monstre, l'hôpital, hein, donc de UCLA, et qui allait soigner tout type de gens avec des pathologies lourdes, se concentrer sur les pathologies lourdes par la voie du métabolisme global, associé au protocole quand les patients en ont besoin, avec des professionnels, des médecins, des nutritionnistes, chaque jour. Et ce qui est, finalement, c'est ce qu'on fait depuis des années. C'est comme ça que je pense. C'est ce que je fais pour tout le monde. Je suppose, c'est ce que tu fais évidemment. Mais d'avoir une clinique ou un hôpital qui va démarrer ce genre de choses, c'est fantastique. Et il me dit, ben, écoute, j'ai besoin d'un directeur du développement. Et je lui ai dit, ah bon, alors c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Il m'a dit, écoute, il y a une équipe en place de médecins, de nutritionnistes, naturopathes, et je voudrais que tu viennes voir l'équipe management, et puis ils veulent te rencontrer, et puis les médecins également, les spécialistes de la nutrition qui vont travailler avec nous pour t'expliquer un petit peu plus, te faire voir tout ça. Donc je lui dis, ben ouais, ok, ben pourquoi pas. Tu veux que je vienne quand? Ben, il me dit demain. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, donc en fait, 4-5 jours après, on a sauté dans l'avion, on est allé à Los Angeles, on a rencontré tout le monde, on est passé 3 jours là-bas. Et donc, on a une idée beaucoup plus concrète de ce qui va être fait, des gens qui vont travailler là-bas, de comment ils voient la chose évoluer. Donc, c'est vraiment super intéressant, évidemment, comme tu peux t'en douter. Laissons passer le coronavirus. Est-ce qu'on va pouvoir te garder en France un petit peu ou tu vas faire ça en télétravail? Ce serait chouette quand même que tu restes ici là, avec nous. Oui, bien sûr. Écoute, rien n'est décidé encore puisque on est dans cette situation d'attente mondiale, finalement, globale. Et on est en contact, je dis pas journalier, mais presque avec le directeur général de la fondation Create Cures, qui a été fondée par Walter Longo, qui va gérer la clinique en fait. C'est un Italien c'est un Italien, un avocat italien qui a des bureaux en Italie, à Milan et à Los Angeles. Et lui est vraiment très content de travailler avec moi. Évidemment, il y a un chef de projet sur place là-bas à Los Angeles qui est là-bas depuis 6 ans. Et puis, il y a une équipe en place, quoi, en fait. Et donc, on discute de ça régulièrement, presque toutes les semaines. Donc, si je lis dans tes pensées, il pourrait y avoir la création d'une clinique jumelle en Italie. En France, ce serait difficile, mais en Italie, en Italie, elle est déjà créée. Elle n'a pas non plus encore démarré. Et donc, le projet, c'est de s'étendre dans le monde, bien entendu. Donc, bah oui, comme je suis toujours très médiatisé et que il y a tellement de gens qui tombent malades et puis il y a toutes sortes de personnes. Ce qui m'a beaucoup touché et ce qui me fait vraiment réfléchir vers le pour, c'est que cette clinique, en étant unique, une partie de pourquoi elle est unique, c'est qu'elle soignerait même les gens qui n'en ont pas les moyens. Et donc il y aurait des vases communicants, quoi, entre des gens qui peuvent payer et des gens qui ne peuvent pas. Exactement. Il y a tout Hollywood derrière. Et on sait que parmi ces gens-là, ils sont au moins aussi malades que tout le monde, quoi. Donc, les Américains dans le milieu philanthropique n'ont pas aussi peur de mettre faire un chèque pour financer une cause dans laquelle ils croient. Ça, non, surtout pour un projet pareil, un projet d'une humanité formidable telle qu'elle.
je sais que Walter, ça lui tient à cœur. C'est un homme, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Il a, et je lui dis d'ailleurs, hein, il a ses côtés positifs, il a ses côtés négatifs, mais ce qu'on ne peut pas lui retirer, c'est son intelligence, sa façon de voir plus loin. Il n'est pas médecin, mais il s'entoure bien de médecins et pas des moindres aux US. Et donc, voilà, c'est un projet formidable. On y réfléchit et on verra bien comment ça se Ah passe. ben, ça va être intéressant. Pour en revenir à toi et ton expérience de la cétose, comment tu as découvert la cétose et que tu l'as mis en place? Bon, d'avoir été en contact avec Seyfried, c'est une chose, mais comment dans ton quotidien, toi, tu as réussi à mettre en place la cétose il y a quelques années, parce qu'il n'y a pas grand monde qui en parlait en France à cette époque. Non, je suis quelqu'un d'extrêmement studieux d'abord. Oui. Donc, j'ai beaucoup parlé avec Thomas et j'ai acheté son livre qui est très peu digeste, mais j'ai bien avancé. Je lui ai dit d'ailleurs, ça l'a fait beaucoup rire. Et puis, j'ai contacté un spécialiste allemand, j'ai contacté Magri Valkovic Oui, qui et fait un j'ai très bon fait, travail. Oui. ouais, voilà, j'ai fait un espèce de melting pot avec. Et puis j'ai démarré tout de suite. Je me suis dit, il faut que je vérifie ma cétose tous les jours. Oui. On va dire la cétose urinaire, telle que les naturopathes en parlent beaucoup. La différence entre d'abord le pH sanguin et le pH urinaire qui reflète le pH des organes. Et puis, ça communique vers la cétose également. Donc, voir si on peut avoir le meilleur des deux, avoir un pH urinaire qui soit suffisamment élevé et puis être en cétose. Oui. Ce qui n'est pas toujours facile à faire parce que l'un pourrait contrer l'autre. Donc, je m'y suis mis. J'ai pris toutes les informations qui étaient données par ces différents chercheurs. Et puis, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, ma façon de vivre de tous les jours est basée sur très peu de calories, en fait, par rapport à ce que les gens pourraient manger tous les jours. Et on s'aperçoit qu'avec les essais cliniques de Walter, c'est le point important, en fait. Et on sait très bien que de toute manière, on n'a pas besoin de toutes ces calories qu'on emmagasine dans les pays de l'Ouest. Oui. Donc, et je m'en porte très bien et j'ai habitué mon corps à ça et j'ai une pêche d'enfer. Et quand je volais, il y a encore ces dernières semaines, ces derniers mois, mes copilotes étaient en train de, toujours en rigolant, de me dire on va te calmer, parce que c'est vrai que j'étais une vraie pile électrique, quoi. Donc, j'étais tout le temps en train de réfléchir, en train de bouger, en train de commenter. Et puis c'est vrai que ça donne, comme tu dis, un excès d'énergie quelquefois qui est assez formidable. Au niveau de l'excès d'énergie, toi qui voyageais beaucoup, jusque-là, tu viens de prendre ta retraite, mais sans ça, tu étais très actif, tu volais, donc tu étais partout dans le monde. Et souvent, des gens nous disent en France, ah, mais le régime cétogène, c'est quand même contraignant, et pourtant, ils ne vont que d'un point A au point B de leur maison à leur boulot, alors peut-être 30 ou 40 minutes de déplacement, et que toi, tu arrivais à maintenir un régime cétogène dans le monde entier, où que tu sois, quel que soit le restaurant, quel que soit le… Donc, comment tu faisais ça? Toi, tu as mis un régime cétogène? Ben oui, je suis en cétose nutritionnelle et où je sois, j'y reste. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Déjà, j'avais déjà 2 coups d'avance parce que j'ai appris à mon corps à être bien avec peu. Donc, déjà là, c'est super important parce que quand on a l'habitude de beaucoup manger et dès qu'on s'arrête de manger un petit peu, on commence à faire des tremblettes, là, on commence à avoir la tremblette ou la tremblote et on se croit en perte de vitesse tout de suite parce qu'on n'a pas assez de sucre.
C'est ce que les gens ont en tête, en fait. Donc, les moments où il n'y avait pas assez, comme j'emmenais toujours mes amandes, mes noix de macadamia, mes noix du Brésil avec moi, celles qui, Brésil, macadamia, qui ont très peu de glucides, hein, on parle de 1,5-2 grammes par 100 grammes. Les amandes, c'est un tout petit peu plus, c'est 4-5 grammes. Mais si on sait ce qu'on fait, on a l'habitude de ce que représente le grammage, eh bien, c'est très vite entériné. Et donc, il suffit de boire de l'eau avec un petit peu de ce genre de choses. On a toutes les protéines qu'il faut. J'emmenais ma spiruline partout. Quand on sait que ça, vraiment, c'était gagné d'avance, quoi. La spiruline, par exemple, la spiruline qu'on a aujourd'hui qui sort des photobioréacteurs, qu'on appelle le Natura Green Native, qui est formidable à mélanger au kéfir ou au yaourt ou ce qu'on veut, ou saupoudrer sur… Voilà, exactement. Tu peux lire d'ailleurs, je crois qu'il y a 14,5 grammes par 100 grammes de glucides. Tu peux avec la lampe. Oui, non, parce que c'est très éclairé. Mais tu peux me dire si je me trompe, c'est marqué sur la boîte, je crois que c'est 14,5 grammes de glucides par 100 grammes. Donc, si tu en prends de 3 à 5 grammes, tu vas tomber… 14,5, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc, bon, tu vas tomber si tu fais une règle de 3 simple, tu vas tomber entre quoi? Entre 0,7, 0,8 et 1 gramme par 1 gramme de glucides au total. Oui, ce qui nous intéresse aussi, c'est la charge en protéines. Donc, on est à 65,7. Quand les gens me parlent de spiruline habituellement, je leur réponds, la spiruline n'est pas aussi bien absorbée que la viande, ce qui est exact. Bon, parce que je ne suis pas tout à fait honnête, parce que dans la réponse, je devrais leur dire, bon, la viande est à 90 et la spiruline peut-être 1 ou 2% de moins, c'est tout. Donc, on parle du sexe des anges. Donc oui, le produit à ce niveau-là, au niveau nutrition par rapport aux protéines, si tu vas chercher tu as une boîte de ça, tu as quelques amandes ou des noix de macadamia avec toi, un peu d'eau, en bout de ligne, tu as ce que ton corps a besoin. Exactement. Et puis j'avais ma phycocyanine également tout le temps. Oui. Il y a des gens, il y a des copains qui prenaient des photos de moi dans le cockpit avec ma phycocyanine avant le décollage, en préparation du cockpit. Puis tout le monde s'est mis à faire comme moi. J'avais pas mal de gens autour de moi qui avaient des petits soucis à droite à gauche, qui les empêchaient pas de vivre ou de voler. Mais qui était toujours un petit poids qui traînait un petit peu. Et puis finalement, je me suis aperçu qu'au bout de plusieurs mois, il y a tout un tas de collègues qui sont revenus vers moi en me disant « Mais tu as changé ma vie depuis que je prends ça, depuis que je fais ça, depuis que j'ai arrêté le sucre. » Voilà, ça a été finalement… ça suffisait à mon bonheur. Voilà. Oui, non, j'ai un ami qui est médecin, le docteur Laitwanki, au centre Ecozen, à qui je veux lui en parler parce que c'est un homme qui a une approche holistique, donc médecin généraliste, acupuncteur, homéopathe, et je crois que ça manque à son arsenal. Alors, Alain, si tu nous écoutes, je vais t'en parler. Je vais déjà envoyer des textos. Appelle-moi s'il te plaît, il ne l'a pas encore fait. Je pense qu'il va regarder le vidéo et qu'il va rappeler ce coup-là. Moi, ce qui m'a étonné, parce que là, ce n'est pas pour faire la promotion de la spiruline Natura Green, c'est l'effet, l'impact de la qualité des phycocyanines qui sont présentes dans ce produit au niveau de la restauration de l'imperméabilité intestinale. Et quand c'est couplé au kéfir, moi aussi, c'est ce que j'ai fait. Je t'en ai parlé, tu le fais maintenant aussi. Et… Alors ça, c'est une bouteille de kéfir dans laquelle il y a de la spiruline. À la base, on a le kéfir tout simplement qu'on fait à la maison avec les grains de kéfir Phytosana. Et dans une bouteille comme ça, je rajoute une petite cuillère dosette, tout simple, c'est vraiment pas énorme. Je vais sortir la cuillère. Je ne sais pas si on peut la voir, c'est une petite cuillère, pas grand-chose. J'en mets une cuillère par verre. Donc ça contient environ 5 verres, 6 verres, donc 6 petites cuillères dedans. Je le secoue
remise au frigo la nuit et le lendemain matin, c'est frais. Et ce qu'on s'aperçoit immédiatement le lendemain, c'est que ça a changé la texture du kéfir. Le kéfir s'en est nourri. Et moi, ça m'est arrivé le matin, je prends ça et je m'aperçois que je n'ai pas faim le reste de la journée. Il faut que je me rappelle de manger. Un verre de kéfir comme ça avec la spiruline dedans, ça te donne une pêche. Et il est 16 heures, ce serait peut-être bien de manger quand même. Ouais, Euh, c'est exactement ce qui se passe avec nous, hein. hmm. Et il y a autre chose, Gilbert, parce que j'oublie, je voulais t'en parler, mais j'oublie à chaque fois. J'en profite là. Euh, Depuis que ma femme et moi sommes ensemble, mariés, depuis 11 ans maintenant, je l'ai toujours connu avec des ballonnements. Et on ne sait pas ce qui crée ça. Parce qu'on a arrêté les nourritures dont on sait qu'elles peuvent créer ce genre de choses. On a repris, on a arrêté autre chose. Eh bien, figure-toi que depuis on a vraiment démarré le kéfir chaque jour, et c'est elle qui touche, hein, c'est elle qui fait, D'accord. c'est elle qui passe à la... Elle refuse que ce soit moi. Et depuis qu'on a commencé, 0 fois, elle n'a plus de ballonnement. Donc, ça a été, c'est une grosse trouvaille. Non, et ça, moi, j'ai essayé des kéfirs avant et ça ne réglait pas mon problème. Parce que, bon, moi, j'ai fait 3 ans en cétose avant de découvrir le kéfir. Et venant du monde de la nutraceutique, j'ai commencé à modifier les grains. J'ai retrouvé l'approche qu'un certain Carlyle avait eue en 1960 en enrichissant des grains de kéfir. Et j'ai commencé à enrichir les grains de kéfir en suivant son approche. Et là, au début, j'en donnais à des gens. Finalement, à force d'en faire, bon, ça coûte du lait. Donc, au moins couvrir mes frais de lait. Et les grains se sont améliorés au cours des années. Je pense avoir acheté différentes souches de grains de plus de 100 pays différents dans le monde. Donc, autant en Asie qu'en Amérique du Sud, les grains de Dominique Amphithéatro en Australie, je les ai eus. Je suis en communication avec Dominique. Il y avait un bonhomme aux États-Unis, j'ai plus de nouvelles de lui, monsieur Ara, je ne me rappelle plus son nom de famille, qui faisait des grains extraordinaires. J'en ai eu, je crois qu'il est décédé. Euh, et maintenant, aussi avec le rajout de lactobactéries et de levures thérapeutiques, qui maintenant se reproduisent dans le kéfir, vous avez un produit qui, à la maison, dépasse largement ce qui est disponible en probiotiques dans les pharmacies. Et là, vous pouvez le faire à la maison. Alors là, je fais ma petite pub, Kitosana. Ça nous a pris beaucoup de travail pour le développer, pour le stabiliser aussi. J'ai un ami qui est Keith Bell du Gut Club, je ne sais pas si tu connais, en Floride. Et Keith, qui connaît bien le kéfir, les microbes, tout ce qui a rapport aux lactobactéries intestinales, tout ce qui tourne autour du microbiote, c'est un expert aux États-Unis au niveau de la vulgarisation. Et là, il m'a écrit semaine dernière, c'est le meilleur kéfir que j'ai jamais pris. Il veut qu'on parte ensemble la distribution au niveau des États-Unis et au niveau global de ces grains de kéfir que j'ai développés. Donc, ça c'est quelque chose que je savais qui était bien. Mais quand tu as publié ce papier sur la phycocyanine, là, j'ai fait le lien avec les deux. Et effectivement, on a quelque chose en alliant les deux qui est remarquable. Que ce soit au niveau du transit intestinal des gens, et que ça, quel que soit leur régime. Ils peuvent être en cétose, ils peuvent être en végétarien ou quoi, ou qu'est-ce. Ça, sauf vegan, parce que les végans ne voudront pas le lait. Et en passage, les gens qui voulaient le faire dans du lait de noix de coco, ça ne marche pas. Ça. Vous n'allez pas avoir des résultats qu'avec du lait de chèvre. Donc là-dessus, moi, quand j'ai des retours comme ça de gens comme toi et qu'on allie nos forces et nos connaissances, je trouve ça merveilleux et j'espère que d'autres gens vont venir se greffer à nous dans le partage de connaissances, quel que soit le petit truc qu'ils trouvent. Parce que des fois, c'est des choses simples qui nous font avancer et qui changent notre qualité de vie, qui changent la qualité de nos interactions avec les autres. En ce moment, les gens ils sont dans une crise, une grande panique. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui meurent
de cette petite épidémie qui n'est pas si grande que ça, mais beaucoup de gens d'entre nous vont être touchés. On calcule que plus de 60% des Français vont être touchés. Les gens qui vont en mourir sont des gens qui ont une santé déjà fragilisée, des gens qui ont un LDL très bas et qui ont aussi une hémoglobine glyquée très bas, très haute. Donc, on parle des diabétiques, des gens qui ont des problèmes à la base qui sont liés à un syndrome métabolique, à l'expression d'un syndrome métabolique ou d'une résistance à l'insuline. Avec le régime cétogène et avec le jeûne, on ramène la sensibilité à l'insuline, on ramène une hémoglobine glyquée en général vers le bas, vers des taux santé. Ça, on le voit. Toi, tu dois le voir avec les gens que tu suis, que tu rencontres. Moi, je le vois avec les gens que je suis. Je suis sûr que Magali voit la même chose aussi avec les gens qu'elle amène en cétogène, parce qu'en France, Magali fait un excellent travail. Mine de rien, c'est vraiment un chapeau, parce que je pense qu'elle est très occupée. Très humaine. Ouais. Elle est vraiment très humaine. Elle travaille d'arrache-pied. Ouais. Et je pense que des gens qui pourraient simplement se mettre au kéfir et à la phycocyanine, sous forme de prévention, déjà, ils mettent des chances de leur côté parce qu'ils augmentent la réponse immunitaire en rétablissant, en favorisant un meilleur équilibre au niveau intestinal. Et ça, c'est la clé. De plus en plus, les gens se tournent vers le microbiote. Moi, je leur dis, écoutez, faites ce que vous voulez au niveau de la diète. Si votre microbiote il répond bien, il n'y a pas de souci. Vous avez des gens qui mangent n'importe quoi, qui fument comme des pompiers, ils boivent, ils ont 90 ans, ils sont encore vivants avec toute leur tête. L'essentiel, c'est qu'ils ont bien mangé dans leur jeunesse et ils ont hérité de leur mère un microbiote extraordinaire. C'est là que ça se passe. Après ça, il y a les facteurs environnementaux, mais revenir sur l'importance de notre équilibre intestinal est primordial. Ça, c'est quelque chose qui, toi, tu le vois avec le jeûne. Avec le jeûne, tu maintiens le corps. Le jeûne est, comme tu dis, primordial, mais ce qui est la relation avec l'équilibre intestinal, le microbiote, c'est quand on fait un jeûne, c'est ce qui a peut-être encore plus important, c'est la sortie de jeûne. C'est ce qu'on va mettre dans notre système après un jeûne. Oui, qui va justement pour cet équilibre du microbiote. Oui, pour permettre à des nouvelles populations de reprendre, des populations bénéfiques, de reprendre leur équilibre. Absolument. Parce que si on sort d'un jeûne et qu'on se remet à bouffer du riz, moi je les ai vus, pendant 20 ans, je les ai vus, notre ami à Montréal, Christian Lamontagne, fondateur du guide ressources, végétarien de moultes années, il est mort de son cancer malheureusement. Les Schreiber, la même chose. Pourtant, il y a tant de gens que j'ai vu faire des jeûnes, ils revenaient, ils mangeaient, même en mangeant sain, façon bio et tout, ils repartaient dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce qu'ils repartaient sur une alimentation qui favorisait une hausse de l'insuline. Et ce que les gens ne réalisent pas, bien souvent, c'est que les glucides favorisent une hausse de l'insuline beaucoup plus que les protéines. Et ça, quand on réalise ça, là, on change la donne. Alors, si on réduit les protéines et qu'on va chercher une alimentation cétogène, on change complètement le métabolisme sur lequel on roule. On commence à rouler sur le gras. Donc, comme toi, tu te retrouves à être pilote. Tes copilotes, ils sont en train de piquer du nez. Heureusement que l'avion ne piquait pas du nez. Et toi, tu es allumé H24, quoi. Tu décolles, tu fais tes 12 heures, tes 16 heures de vol, tu arrives. Bon, ben, les gars, où on va, puis eux, ils sont morts. On en a beaucoup ri avec un grand nombre de mes collègues parce que c'est un peu souvent ce qui se passait. C'est bien connu, la fatigue des équipages. Quand on décolle de New York, le retour et qu'il est entre 2 et 3 heures du matin heure française et qu'on est parti le lendemain, on est totalement en heure française, on n'est pas décalé du tout. Donc, oui. On n'a pas dormi de la journée parce qu'on s'est réveillé très tôt le matin, parce qu'il était très tôt le matin à New York, ça fait 13 heures heure française, donc forcément le corps se lève. Mmh. Et puis on essaye de faire une petite sieste l'après-midi, mais c'est tellement court que souvent on n'y arrive pas, on n'est pas dans le bon timing. Et donc il nous faut décoller à 2-3 heures du matin avec 500, 512 passagers derrière si le vol est plein. Et qu'on va se faire 5 heures, 5 heures et demie de vol à traverser l'Atlantique alors qu'on est que deux et on n'est que humain finalement. On est
on est juste, on dit, est-ce qu'on s'habitue? Non, on s'habitue jamais. Et donc, ben, quand il y a maintenant presque 8 ans, 8-9 ans, j'ai commencé à vraiment me mettre au cétogène, à l'anti-angiogénèse. J'ai fait une combinée des deux, à commencer à faire des jeûnes il y a 6 ans. Finalement, j'ai habitué mon corps à la résistance et j'enlève ce facteur fatigue du sucre, justement, le taux d'insuline. Finalement, ben, c'est vrai que il rigolait, il me regardait, il me dit, mais comment tu fais, quoi? Oui. Je lui dis, bah, t'as vu ce que tu as mangé? Ah bah oui. Tu vois, il y a des interviews que je vais faire qui vont être plus techniques. Mais celle que j'aime dans celle-ci, c'est un témoignage de vie. C'est pas leur expliquer bon la chimie de l'approche métabolique. C'est de montrer, regarde, tu vas bien, tu as la banane, ça se sent à travers l'écran que tu es. What's next? Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas comment ta femme elle arrive à te garder à la maison, mais bon, je pense que c'est toi qui l'amènes avec toi. Non, on se complémente bien. On se Ouais. complémente bien. Ouais, ça fait plaisir de voir un bonhomme comme toi, parce que avec tous ces gens qui sont moroses, et nous, bah non, il n'y a pas de souci, vous en faites pas. Si on l'attrape, on ne va pas en mourir. Notre corps. Non, de toute manière, mais il faut simplement suivre les procédures. Il faut Oui, suivre. Il y a des professionnels qui savent beaucoup mieux que nous ce qu'il en est. Les immunologistes, ils étudient ça depuis très longtemps. J'écoutais des chefs de clinique, quelquefois, ils ne sont pas tout à fait en accord avec leurs amis parce que il y a peut-être une question d'ego aussi, mais ça se retrouve partout dans la société. Mais bon, en règle générale, ce sont d'excellents conseils, il faut les suivre. Et puis bah après, il faut se dire simplement qu'il y a le facteur anxiogène qui n'a rien à voir avec la maladie elle-même, mais plus à être confiné. C'est ce que les gens, quand j'écoute les gens, c'est ce qu'ils disent, quoi. Ce qui ressort, c'est ça, c'est d'être confiné, c'est que le monde change et ça leur fait peur et ça leur fait battre le cœur. Et qu'est-ce qu'il faut dire à ça? Bah, simplement que mes grands-parents, ils ont connu 2 guerres mondiales oui, et que là, c'était terrible. oui, Et que ce qu'on vit aujourd'hui, bah, c'est rien finalement. oui, Si on applique les procédures, c'est rien. Non seulement on se protège, mais surtout on protège les autres. Donc, c'est le b.a.-ba. Donc, restons zen, profitons-en pour jeûner, profitons-en pour méditer. Et puis, quand ce sera passé, on sera tous mieux, quoi. moi, j'invite aussi les gens à réfléchir, à revoir leur alimentation, parce que l'on parle de cancer, bon, on parle, si on recule le film avant l'apparence d'un cancer, on retombe sur, comme le dirait le docteur Laurent Schwartz, sur la résistance à l'insuline et le développement de forces inflammatoires au niveau intracellulaire. Mais à la base, de quoi on parle? On parle d'une consommation exagérée de glucides. Et si les gens, moi je vois des gens qui sont là, ils sont déjà en embonpoint, ils sont en train d'acheter du pain tranché parce qu'ils ne veulent pas en manquer, du Coca-Cola et des croissants et tout ça, puis je me dis, mais attendez, ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas que vous mangez. S'il y a des gens qui pourraient commencer à se réintéresser à une forme d'alimentation plus riche en gras, donc sans nécessairement venir au cétogène, en allant vers ce qu'on appelle le low carb, comment tu dis en français, le bas en glucides, l'alimentation pauvre en glucides. Oui, une alimentation pauvre en glucides, ouais. Déjà là, il y aurait une diminution probablement de beaucoup de pathologies que les gens ne font pas le lien. Ils s'imaginent que manger des pâtes, c'est bon pour la santé. Non, je suis désolé. Nos ancêtres, de la 100 ans, ne mangeaient pas de pâtes, ils ne mangeaient pas de riz, peut-être sur en Camargue, je ne sais pas. Mais non, ce n'est pas de l'alimentation que les gens avaient. L'alimentation de la cuisine française traditionnelle, que ce soit au Périgord ou en Normandie, a été grasse. Elle était à base de viande, elle était grasse. Il y avait du beurre, il y avait
Ouais, c'est très vrai, hein, mais ceci dit, on a maintenant trop de données également sur le nombre et les variétés de molécules chimiques qui sont utilisées pour faire pousser la nourriture dans le monde. Oui. Et ça, ça joue également un jeu. Je pense que la synergie négative, je vais l'appeler comme ça, entre cette pollution grandissante mixée, le nombre de molécules qu'on a maintenant qui n'a plus rien à voir avec il y a celles qu'on comptait il y a 50 ans, il y a 60 ans, Oui. donne des choses qui sont particulièrement difficiles à ingérer, quoi. Je veux dire, je parle pas d'ingérer, bien sûr, mais de voir ça et de voir qu'on trouve des glioblastomes maintenant dans les fœtus, de Oui. voir autant de cancers du cerveau de jeunes et de moins jeunes et d'âge moyen. On en voit partout maintenant, ça explose. Mais je veux dire, il y a les gens doivent réaliser maintenant, il faut absolument faire quelque chose parce que la population, ben voilà, les données, on sait très bien que d'ici 10 à 15 ans, dans notre société, dans nos sociétés modernes, les chiffres sont là. On sait très bien que si on continue comme ça, une personne sur deux, quand j'étais môme, quand je regardais la télévision en noir et blanc et qu'il y avait des publicités, on disait une personne sur 5 aura un cancer dans la vie. Dans 10-15 ans, c'est une personne sur deux dans notre pays et dans nos pays en général. Une sur deux. Et ça, c'est une certitude. C'est pas peut-être que. Oui. Et ça, il y a des facteurs dans l'environnement, mais il y a un des grands facteurs qu'on peut contrôler, c'est au niveau du style de vie, c'est qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes. C'est exactement ça. C'est les deux. Moi, je pense que c'est la synergie de l'excès total de sucre et du nombre et du développement de différentes molécules chimiques. C'est les deux, en fait. Les deux, c'est une bombe à retardement quoi, sur la population dans les années à venir. Pour en revenir à la phycocyanine, moi, un truc qui m'a fait bien plaisir, parce que j'ai un super petit chien, un petit toutou, qui déborde d'énergie, c'est que bientôt, la Natura Forever vont proposer des produits pour animaux. Oui, et ça, spécifique. Ça va être très, très, très intéressant. Si on a les mêmes effets sur les animaux, bon, je ne vois pas pourquoi on ne les aurait pas. Ce qu'on a sur les humains, c'est vraiment quelque chose qui, moi, je trouve très oui, oui, moi, je peux déjà te dire parce que j'échange beaucoup et je travaille avec notre ami biologiste qui est en même temps un vétérinaire. Sa femme est vétérinaire, il est italien, elle est française. Ils ont fait un certain nombre d'essais cliniques en petit nombre, mais suffisants pour voir les résultats qui vont tous dans le bon sens. Par exemple, des prises de sang toutes les heures sur leurs chevaux pour voir l'évolution plasmatique, par exemple, demi-vie plasmatique des produits dont on va parler. Je n'en parle pas encore parce que ce n'est pas le moment. Mais les résultats sont formidables. Donc, ces essais cliniques, ils les ont fait à plusieurs vétérinaires. Donc, on sait que ça marche. Ils m'ont tout montré, tout expliqué. Et donc, j'ai hâte de voir ça avec les nouveaux produits que Natura Forever va sortir au mois de juin à la convention. Espérons que le coronavirus sera un petit peu derrière nous et qu'on aura l'autorisation d'organiser la fameuse convention qui est la super conférence et réunion que Natura Forever fait chaque année. Elle aura lieu à Lyon le 13 juin. Si rien ne vient, je veux dire, si les conditions sont réunies pour pouvoir le faire. Voilà. Une question, le Native, quand est-ce qu'il va sortir en comprimé? Très, très rapidement. Les comprimés sont faits, les boîtes sont faites. Ils étaient encore très récemment, il y a quelques jours, on en était à tester la façon la plus naturelle
de faire une enveloppe pour les comprimés de façon à ce qu'ils ne se cassent pas dans les transports et autres. Donc, ce sera évidemment la même qualité puisque ça sort directement des photobioréacteurs. Donc, qualité incroyable avec le taux de phycocyanine qui restera celui qu'il est. Et puis, évidemment, dépourvu de tout pathogène, de toute pollution possible. Donc, ça va être formidable. Et puis, eh bien, on sait aussi que la nouvelle phycocyanine liquide, non seulement le Natura Blue original, mais toute la gamme, le sport et l'exotique vont également sortir. Ils auront tous le même taux de phycocyanine et des plantes ou petits additifs naturels pour faire la différence entre les trois. Oui, pour potentialiser aussi. Voilà. Il va y avoir une concentration grâce à cette technologie des photobioréacteurs qui sera, on peut le dire maintenant, à 6 grammes par litre au lieu d'1 gramme par litre aujourd'hui. Ce qui fera un bouchon à 48 mg au lieu de 8 aujourd'hui. Et ça, c'est comme la voiture, une voiture fantastique qu'on regarde et puis on adore et on roule avec, formidable. Et puis, 3 ans après, il y a le nouveau modèle qui arrive et là, on a les yeux plus que dessus, quoi. Et puis celle-là, on a envie de la refourguer. Oui. Non, puis ça va prendre du temps à ce que ce soit copié parce qu'ils ont quand même développé une technologie qui est unique. Moi, j'ai été assez bluffé. Quand j'ai parlé avec les dirigeants de la compagnie, tu m'as mis en contact avec le VP. Bon, moi, je viens de l'industrie nutraceutique. Je lui ai posé des questions. Il a été complètement transparent. Ses réponses m'ont surprise, même de candeur. Et j'invite les gens qui seraient intéressés à connaître le produit, à communiquer avec toi, communiquer avec moi. On peut nous trouver sur Facebook, on peut nous trouver. Moi, j'ai mon site kitosana.com, on peut nous trouver là aussi. Au niveau cancer, j'imagine qu'il y a encore plein de gens qui te communiquent, tu disais tous les jours, 5-6 personnes. Ça a été dur de t'avoir aujourd'hui. Comment Ouais, hier, pour te dire, c'est vraiment tous les jours. Il y a 3 jours, c'était 7 personnes. Il y a 2 jours, c'était 9 dans la journée. Je crois que j'ai jamais eu autant. Ah oui, ok. Et je pourrais dire non, mais bon. Et puis aujourd'hui, il fallait que je fasse un petit break, quoi. Donc, j'ai pris une personne ce matin et voilà, quoi. Mais si on divise, c'est vrai, par mois, par 30 jours, on multiplie par 12 mois, on arrive à ces chiffres de 1100 à 1300 personnes. C'est inimaginable. Et puis, évidemment, le nombre de PN à Air France, de personnel navigant, comme il y a grosso modo 13 000 personnels navigants commerciaux dans les avions et quelque chose comme 4 500 pilotes, tout le monde me connaît, ou presque. Et beaucoup de gens reviennent vers moi pour toutes sortes de choses. Donc, il est important, vraiment le mot que je laisse, on a des résultats qui sont formidables, des très belles histoires, mais quand on démarre un protocole médical avec ses médecins, son médecin ou ses médecins, il est important de ne jamais rien leur cacher. Et c'est fondamental. Et d'avoir une conversation la plus honnête qui puisse être entre les deux. Le directeur général de l'IGR, de l'Institut Gustave Roussy de 2017, qui vient maintenant d'être remplacé après 2 termes de 4 ans, il a fait 8 ans, c'était un Néerlandais, Alexander Hegeman, dans son allocution avant de démarrer la journée de Rethinking Cancer. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais si tu ne te rappelles pas, s'il y a l'une que tu dois regarder encore de nouveau, c'est l'introduction, qui est sur Rethinking Cancer 2017 sur YouTube, où il a dit ce qui est, je ne me rappelle plus des mots exacts maintenant en tête, mais aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est qu'on a ce qui devrait arriver à chaque fois, c'est-à-dire la coopération intelligente entre le médecin et son patient. En parlant de Bernard Escudier et moi. Et voilà, donc ça, si c'était appliqué tout le temps,
les patients n'auraient jamais peur de parler de ce qu'ils ont envie de faire à leur médecin. Et puis, ce qu'ils ont envie de faire, il faut bien savoir que maintenant, un nombre incalculable de familles de médecins sont touchées. Oui. Et que la raison pour laquelle il y a autant de médecins qui viennent vers moi aujourd'hui, mais pas que des Français, de plusieurs pays dans le monde. Je ne m'attendais pas du tout à tout ça. Et j'ai des médecins qui s'ouvrent complètement, et pas que des médecins de ville, des spécialistes. Des choses, un vocabulaire qu'ils utilisent, comme ils se réveillent et il y a des moments où certains me disent mais c'est incompréhensible. Hier j'étais de ce côté de la barrière, aujourd'hui je suis de l'autre côté et mes collègues me traitent plus du tout de la même façon parce que je suis devenu patient. Ouais. Mais ces mêmes médecins qui sont de ce côté-là ont toutes les chances de devenir patients et ils vont être dans ce... Mais c'est pour ça que chaque patient doit prendre sa destinée en main et doit être l'acteur principal de sa maladie et de sa santé. Et le cercle qui existe autour de lui, que ce soit la famille, les amis, les médecins, sont là pour l'aider. Il y a une chose que tu as mentionnée, excuse-moi, j'ai oublié de te ramener sur ce point, sur ce point dans le temps. C'est quand tu as commencé à prendre de la phycocyanine il y a quelques années et que tu t'es senti mieux, et, alors qu'on te donnait plus grand espoir. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce point et comment tu es allé à Bernard et qu'est-ce qu'il a dit quand vous avez regardé les radios, si tu pourrais ramener là-dessus, parce que ça a été un tournant. En fait, oui, il s'est passé deux choses. Il s'est passé, la première chose, c'est que j'allais être opéré du poumon droit, puis du poumon gauche à 3 mois d'intervalle. On allait faire une double thoracotomie, donc enlever le poumon par l'arrière avec les écarteurs, c'est mécaniquement, et on avait un certain nombre, 10 nodules à enlever. Et en fait, j'ai fait un jeûne de 12 jours à ce moment-là, 13 parce que le 12e, c'était quand je me suis retrouvé en fait devant le chirurgien qui allait m'opérer. Et le matin même, on avait vérifié avec mon ami radiologue à la clinique de Chantilly où on avait en fait, il s'était aperçu que 5 des 10 tumeurs étaient calcifiées, étaient sans vie en fait. Après un jeûne aussi long, mais ça se voit, ça se répète sur tellement de patients maintenant. On a des retours qui disent exactement la même chose. Maintenant, le problème avec le jeûne, c'est que tout le monde n'est pas candidat au jeûne. Il y a des gens qui sont déjà trop faibles pour le faire, surtout lorsqu'on va subir ou lorsqu'on subit des traitements médicaux. Et bon, ça doit être fait avec un suivi de toute manière, et c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Et puis la phycocyanine, bon, moi je fais tout à fond. Donc, je ne prenais pas 2 doses, j'en prenais 8. Et donc, forcément, et c'est là que je me suis aperçu, avec les années qui ont suivi, c'est totalement cohérent, qu'en fait, il faut une dose suffisamment importante pour commencer à avoir ce que disent les rapports scientifiques, en fait. La dose pondérale. C'est exactement ça. Alors, le problème sur ce qu'on avait jusqu'à maintenant, ça marche très bien sur... et là, dixit les médecins qui voient, qui l'utilisent avec leurs patients. Oui. On voit qu'il y a des résultats sur tout un tas de petites pathologies. Et puis, mais dès qu'on veut rester en cétose pour combattre quelque chose de plus grave, si on se met à en prendre 6 à 8 doses, on va sortir de cétose. Et ça, je l'ai vérifié sur moi-même parce qu'on aura trop de glycérol. Oui. Donc, mais ça, c'était avec le produit liquide. Maintenant que le Native et le Limitless sont disponibles. Oui, le Limitless, mais le Limitless, on a 5 grammes de miel, ce qui ne peut pas forcément correspondre à tout le monde. Et le nouveau, celui qui va sortir, la gamme de Natura Blue
liquide qui va sortir, comme je dis, avec sa concentration de 48 mg par bouchon, ça va tout changer. Oui. Donc, parce qu'on va avoir une concentration qui sera formidable, on pourra en prendre plus que suffisamment. On sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Tous les rapports, tous les livres, tous les documents depuis plus de 50 ans qui parlent de la phycocyanine n'ont jamais fait mention d'effets secondaires avec la quantité qu'on puisse prendre. Au contraire de certains autres, comment dire, supplements en anglais, on dit, des compléments alimentaires. Compléments alimentaires. Comme le curcuma, par exemple. Ah oui. Voilà, il faut faire attention. Donc, et donc, la FICO, on voit qu'elle est réactive à partir, sur des grosses pathologies, à partir d'une certaine concentration. Oui. Et ce problème va être réglé au mois de juin avec la concentration qu'on va avoir sortie des photobioréacteurs. Ici, et puis, préciser qu'on ne présente pas le produit comme quelque chose qui guérit tout ou quelque chose qui est à prescrire, non. Mais c'est une expérience que nous, on vit d'un complément alimentaire qui fait une différence. D'une part, et d'autre part, on parle aujourd'hui, tous les médecins, les professeurs qui parlent du coronavirus, ils parlent tous de la même chose. Tous les rapports qu'on voit, qu'on peut lire maintenant de la part de scientifiques, différents scientifiques mondiaux, parlent de la même chose. Parlent de, s'il y a une chose à faire aujourd'hui, c'est de se protéger en n'allant pas voir les autres. Oui. Et c'est de renforcer son système immunitaire. Et c'est là que jouent ces compléments alimentaires qui sont exactement faits pour ça. Et ça, ce n'est pas nous qui l'inventons. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un être humain de ce monde aujourd'hui qui va l'inventer. C'est tous les écrits et les écrits scientifiques qui sont parus depuis des années. Oui. Ils ne parlent que de ça. C'est un renforcement du système immunitaire que souvent on a perdu parce qu'on a tellement mangé de choses qui ne vont pas, qui font du mal à notre corps. L'imperméabilité du tract intestinal souvent a disparu. Donc, on a des toxines qui passent à travers le tract intestinal directement dans le sang et qui produit toutes ces horreurs, quoi. Et bien voilà, ça c'est le kéfir, la phycocyanine, la spiruline, c'est exactement pourquoi c'est fait, remettre en ordre le système immunitaire qui va régler de lui-même un certain nombre de problèmes. Oui, puis les gens qui voudraient acheter du kéfir tout fait au magasin, je suis désolé, les kéfirs au magasin ils sont faits à partir de ferments, il y a 5-6 ferments là-dedans si vous avez la chance, ça n'a rien à voir avec les kéfirs faits à la maison, mais rien du tout. Oui, et tu ne m'avais pas dit que certains médecins, je suis en train de repenser à ça, Suisse, américain, je crois, recommander tes graines pour les enfants autistes. Ça, j'ai même un psychiatre en France qui le fait. D'accord. Ouais. Ouais, ça, moi, je ne suis pas du tout étonné parce que de toute manière, je veux dire, on n'invente rien. Hein, beaucoup de médecins en parlent. Si on reconstruit le système immunitaire, notre tract intestinal, si on a la population de bactéries qui convient non seulement le nombre, mais la diversité, eh bien, le psychique, le neurologique va aller mieux tout de suite. Parce qu'en changeant la donne au niveau intestinal avec lactobactéries, veut pas, on entraîne une nouvelle donne au niveau des neurotransmetteurs qui sont produits dans l'intestin. Et on peut dire notre troisième cerveau. Moi, j'ai une jeune dame qui m'a contacté pour le régime cétogène qui est en suivi. Donc, suite à la maladie de Lyme, on lui a prescrit des antibiotiques très puissants. Alors, le problème Lyme, ça a été pris à la base, le maladie de Lyme, on peut dire qu'il est réglé. Mais les antibiotiques ont complètement bousillé son système intestinal. Elle s'est retrouvée sans aucune raison particulière en dépression. Et là, elle est suivie par un psychiatre et tout. Et un des signes de certains médicaments qui sont prescrits, c'est l'absence de libido. Alors, quand on parle d'une jeune femme qui n'a plus de libido, c'est un petit peu triste quand elle vous raconte ça. Puis je lui dis, t'en fais pas, on va partir de régime cétogène. Avec le kéfir, on va bien voir.
À 23 mois, maintenant, elle me dit, ah, c'est que j'ai recommencé à faire des rêves érotiques. Je dis, ah, c'est un bon signe. Pour le reste, trouvez-vous. Mais et c'est là qu'on voit l'importance aussi bien sur des enfants autistes, qu'on voit des changements de comportement assez radicaux, dans le bon sens, que là, avec des gens qui sont malgré tout sous une certaine camisole chimique, eh ben non, la force de vie se remet en place. Et c'est là qu'on voit l'impact des lactobactéries produites par l'intestin et par le microbiote. Et il y a tant de gens qui sont en dépression et qu'on ne réalise pas que c'est un problème de déséquilibre au niveau du microbiote en grande partie. Bon, après ça, il y a le microbiote au niveau des oreilles, des yeux, c'est partout. Mais ça, c'est toute une autre dimension que je pense que les médecins vont devenir de plus en plus conscients dans les années à venir, avec des outils. Ah ben on en avait discuté avec le docteur Laurence Zitvogel, là, qui a reçu la Légion d'honneur pour ses travaux il y a quelques mois de ça. D'ailleurs, j'ai été très touché puisque j'ai été invité. Malheureusement, j'ai entré de vol ce jour-là trop tardivement pour y aller. Elle effectue un travail à l'IGR qui est à l'Institut Gustave Roussy, qui est absolument formidable. C'est une bête de travail. On en avait discuté évidemment puisque elle-même a testé mon microbiote. Elle m'avait présenté à son équipe de 9, je crois qu'ils étaient 9, au nombre de 9 chercheurs à l'Institut Gustave Roussy. On avait parlé de ça et on avait parlé des conséquences des traitements antibiotiques justement sur les traitements nouveaux de transmission de microbiote et de l'immunothérapie qui pouvait fonctionner dans certains cas, mais si ça passait après, en fait, les antibiotiques, c'est une catastrophe. Donc, voilà. Donc, l'importance de remettre à flot le tract intestinal, le nombre de bactéries et la diversité, c'est primordial. Oui. Ça change la donne, tu vois. Souvent, je dis aux gens, une des premières choses, si vous voulez guérir, quelle que soit la maladie, c'est de retrouver un sentiment de gratitude dans votre cœur. Pour ce que vous avez, même si vous avez peu, dites merci pour ce que vous avez aujourd'hui et non pas pleurer pour ce que vous n'avez pas. Et de ce changement d'attitude dans la vie nous permet à la guérison de pointer son bout du nez. Le bien-être, à un moment donné, il faut qu'on se dise, bon, ben, oui, j'ai mal, patati patata, mais tout va bien. Et là, on repart, et il y a quelque chose d'autre qui se passe intérieurement. On met d'autres mécanismes. On peut apprendre à gérer nos émotions, et nos émotions ont un impact sur notre microbiote. Vous avez des émotions qui vous dépriment, votre microbiote va être déprimé, et ça va faire un cercle vicieux. À un moment donné, il faut faire un choix. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être heureux? Ben, imaginez-vous heureux. Ah oui, mais ce sera demain. Non, maintenant. Imagine-toi heureux maintenant. Va voir un spectacle, regarde quelque chose qui te fait rire. N'importe quoi. Il faut qu'on apprenne à se permettre le bonheur. Et de là, il y a tout un autre processus de guérison qui se met en place. Dans le corps aussi. Il y a le physique qu'on peut travailler. Il y a aussi tout le côté psychologique, psychique, sans aller se raconter des histoires avec des tambours et des grelots, puis se faire du pseudo-chamanisme. Non, on peut revenir sur des choses bien simples, de se permettre de se dire qu'on a le droit au bien-être et qu'on peut se l'offrir. Et se l'offrir, ce n'est même pas quelque chose qu'on achète, c'est d'abord quelque chose qu'on se donne à soi-même et après ça, on peut le partager avec les autres. Et quand on voit la pêche que tu as et le nombre de gens avec lesquels tu partages ton bien-être, c'est quand même quelque chose. Oui, tu souris, tu peux sourire. Parce que ça, ils me disent tout ça et pour moi, je ne le vois pas, mais c'est vrai que… C'est ce qui m'a marqué quand je t'ai rencontré la première fois à l'IGR. Hein. Wow! Et ce soir, je trouve qu'on est très privilégié que tu nous aies donné ce temps et qu'on va te permettre de retourner en bas avec ta femme. C'est un privilège pour moi de faire avancer les choses avec autant de gens, de spécialistes comme toi qui donnent temps pour les gens également. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera, c'est en équipe et chacun amène ce qu'il peut amener et c'est juste formidable, quoi. D'accord. Je voudrais saluer aussi en France pour les gens comme Magali, comme Ulrich, sa femme, comme Ariane Moriani, comme les François et Lilo de Céto Sympa, des gens qui font avancer le cétogène
le docteur Laurent Schwartz, parce qu'on a tous des approches un peu différentes, mais on fait un travail en commun et on tire tout ça. Ouais, Et ouais. Et je vais mentionner aussi le docteur Jacques Rouillet, oui, qui est dans ce coin-là, en Bretagne, qui vient oui, d'ouvrir, qui m'a envoyé un mail sympa et un petit message au moment d'ouvrir l'Académie médicale du jeune officiellement et qui forme des médecins aux jeunes. oui, Ça va être formidable. ouais. Et il n'est pas loin d'ici. Il est où exactement, lui? Il est Oui. à Saint-Malo. Écoute, à Cancale, Cancale. Cancale, c'est ça. Il est à quelques minutes d'ici. C'est dommage. Oui. J'ai mangé des huîtres la semaine dernière à Cancale. Eh ben, tu devrais aller le voir. On Tu va aller le voir. devrais lui envoyer un petit SMS. Je crois que S'il tu te as plaît. son téléphone. Oui, parce qu'on est à côté. On est presque voisins. Il est à 18 km. Ouais. Ben voilà, Ouais. rencontrez-vous, ce serait formidable. Et je sais que il a eu, il fait un premier stage pour médecin et il n'était pas trop sûr d'avoir même pas 10, donc il s'est donné un mois. Je lui ai dit, tu sais, tu es pessimiste parce que bon, moi je sais que pour parler avec plusieurs médecins de partout en France, en fait, il y en a un certain nombre qui sont partants, mais pour l'instant personne ne bouge parce qu'il n'y a rien organisé officiel. Ouais. Et puis finalement, il m'a appelé au bout du troisième jour, il m'a dit c'est plein. Et donc, Cool. voilà, moi ce que je lui ai dit, hein, franchement, c'est que finalement, il y a beaucoup de candidats dormants et que si ça commence à se savoir et que comme il a fait ça officiellement et que il publie dans la littérature officielle de la médecine en France, beaucoup de médecins sont abonnés, enfin la plupart. Euh, et, euh, et donc, s'il réussit à faire 2 voire 3 stages, moi je pense qu'en fin d'année, un stage avec 150 ouvert à 150 médecins, c'est pas irréaliste du tout. Et là, j'y vais. Ce qui est intéressant, bah j'espère que je pourrai y être avec toi, ce serait chouette. J'ai oublié de mentionner aussi quelques noms, celui d'Estelle Castellanos, Corinne Dewand, qui en France aussi font avancer le cétogène au niveau de gens comme moi. Alors maintenant, de savoir que s'il sera possible de développer des partenariats avec des médecins comme ça, qui sont ouverts, parce que le jeûne, comme tu savais, j'avais beaucoup de... Je vois tellement de choses en France sur le jeûne qui m'ont révolté. Des gens qui ont... Première chose, quand on fait faire un jeûne à des gens, on les laisse se reposer. On ne les amène pas faire des balades et épuiser leur corps. C'est pas vrai. Et ça, je vois des choses comme ça et les gens me disent, ah, je suis arrivé, papa. Et après ça, ils reviennent pire encore dès qu'ils se remettent à manger. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport à comment on sort du jeûne. Et je crois que c'est vraiment important qu'il y ait des lieux sur le jeûne en France qui se développent avec un encadrement médical. Ça, franchement, C'est vrai que oui, il y a des choses, bon, il y a des gens qui savent très bien faire et qui sont mesurés dans tout ça. Il faut faire de l'exercice, c'est très important tous les jours. Mais bon, on connaît bien, enfin moi particulièrement, Françoise Wilhelmy de Toledo, donc, qui est la directrice médicale du premier centre de jeunes en Europe, hein, médicalisé, qui est sur le lac de Constance, Büchinger. Et bon, je suis allé là-bas, j'y suis resté, j'ai participé à cette conférence internationale sur le jeûne au mois de juin dernier. C'est vrai qu'ils ont un système, une structure qui est absolument formidable pour, pour faire venir les gens, avoir un contrôle médical chaque jour, journalier en fait, avec une structure de médecins, de spécialistes de la nutrition, de massage thérapeutique. Il y a la totale en fait. Et ils sont encadrés, les patients sont encadrés formidablement bien. Et on voit que derrière, quand les gens partent faire une randonnée, c'est super structuré. Et je pense que c'est fait dans la... Moi, je ne suis pas un spécialiste. Quand je jeûne, je jeûne plusieurs jours. Là, je vais commencer, c'est toutes les 5 semaines. Je fais 5 jours toutes les 5 semaines à peu près. Oui. Voilà, mais je me force à aller marcher tous les jours. Mais je le fais, c'est pas toujours la même chose. Si j'ai envie de revenir avant l'heure, je reviens avant l'heure. Et puis si le lendemain, je peux faire une fois et demie plus, je fais une fois et demie plus. Voilà. Je suis très content de savoir que le docteur Rouillet va être à côté ici.
Donc, il y a peut-être des gens, Ouais. peut-être qu'on pourra attirer l'attention du docteur Robert Le Texier, qui est un ami de Laurent Schwartz, qui lui est à Saint-Malo et pas très loin d'ici. Ça serait, Ce serait formidable. Ce serait formidable. Bon, est-ce que tu es disponible pour venir faire des conférences si jamais on peut faire quelque chose à Saint-Malo ou sur Nantes? moi, je suis toujours disponible. Ce serait une question de timing, mais je suis contre rien. Je suis pour tout ce qui fait évoluer la chose. D'accord. Si Walter Longo te kidnappe pas avant. Bon. Tout est possible. Jean-Jacques, ça a été Voilà. un grand plaisir de te recevoir ce soir. Merci beaucoup pour ce temps. Et ben, je te souhaite une bonne fin de soirée. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer ensemble longtemps ce travail. C'est une magnifique collaboration et que d'autres gens vont venir se greffer autour de tout ça. Donc, c'est une Un très grand invitation. plaisir et c'est ce qui risque de se passer parce que il y a plein de personnes bienveillantes autour de nous. D'accord. Jean-Jacques, je te souhaite encore une bonne fin de soirée. Je te dis au revoir. À la prochaine. Ciao. Merci à toi. Très bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir.